Cet oiseau-là, c'est le modèle de Jean-Paul. C'est un hibou qui sert d'appelant pour, quand on va à la chasse, pour attirer les autres oiseaux. C'était le modèle qui a servi, à mon avis, à toute la série des estampes sur les hiboux et après, bien sûr, sur les sculptures. Pour le hibou rock, aussi le modèle pour le hibou rock. Enfin, c'est la vedette. C'est tellement un peu déplumé. Il disait toujours que le sujet des hiboux était un prétexte. Enfin, comme tout pour lui était prétexte à inspiration, je pense que c'est pour ça qu'il disait ça. La sculpture était très importante pour Jean-Paul. Si ça avait été plus accessible, bon, plus facile, il en aurait fait beaucoup plus. D'ailleurs, il le disait lui-même, qu'il était autant sculpteur que peintre. Les plâtres sont une étape intermédiaire, ils sont voués à être coulés, mais ceci dit, il peut y avoir, ils peuvent rester dans l'atelier pendant des années. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs avec notre hibou et plusieurs autres. Ils auraient dû être fondus en même temps que la joute ou quelques années après, mais finalement ça ne s'est pas fait. Mais Jean-Paul les laissait dans son atelier. On voyait qu'il y tenait beaucoup. Finalement, nous, on a décidé de les réaliser en bronze récemment. Comment j'ai connu Jean-Paul, c'est la fonderie, tout ça c'est lié autour, c'est lié à ma sculpture et à la sienne aussi, notre rencontre. Moi j'avais un ami sculpteur qui s'appelait Jacques Delahaye et qui avait une envie, une idée fixe qui était de créer une fonderie. Donc il nous a entraînés dans une histoire et on a démarré cette fonderie en 1960 avec Clémenti, le père. Très vite, un certain nombre d'artistes sont venus parce qu'ils étaient très curieux de connaître cette nouvelle fonderie parce qu'il n'y en avait plus beaucoup. Et entre autres Jean-Paul qui connaissait Delahaye, qu'il admirait beaucoup d'ailleurs. Et il est venu donc je pense vers 1960. Il a ensuite amené avec lui la galerie Mag. Donc il a amené Miro, il a amené beaucoup d'artistes qui venaient qui étaient connus, qui avaient les moyens de faire des fontes. Donc c'était très important pour la fonderie.
l'esprit de Jean-Paul, c'est toujours l'esprit du travail, quoi, de faire progresser, d'inventer des techniques et de faire aboutir son travail. Il travaillait par phase. Il ne travaillait pas tout le temps. Il avait des longues périodes où il ne faisait rien que d'aller au bistrot, parler. Et puis, quand il avait une idée, quand il avait une envie, à ce moment-là, il ne faisait plus que travailler. Il fallait que ce soit plus fort que lui. Autrement, il refusait de travailler s'il n'avait pas envie. Il regardait en avant toujours, il ne regardait pas en arrière. Il ne se critiquait pas. Mais comme artiste, il parlait très peu d'art de toute façon. Il fallait vraiment lui extorquer pour le faire parler de peinture. C'est trop important pour lui pour qu'il en parle. Il aimait beaucoup travailler avec les artisans. Ça n'empêche que quand il faisait de la peinture à l'huile, c'était complètement solitaire. Je crois qu'il avait besoin des deux aspects. Selon la personne avec qui il a travaillé, le même sujet aurait été traité différemment. Il aimait beaucoup le père Clémenti parce que le père Clémenti avait comme principe que les artistes ont toujours raison. Et que donc, quel que soit ce qu'on lui demandait, il allait essayer de voir si c'était possible. Et donc avec Jean-Paul, ça marchait très bien, parce que Jean-Paul lui demandait des choses parfois qui étaient vraiment inconcevables pour un artisan classique, pour un fondeur classique, etc. Et Clémenti était toujours d'accord, il disait toujours on verra bien, monsieur Riopel, on verra, puis il le faisait. Et puis ça marchait, Jean-Paul était ravi. Les techniciens, souvent, ils ont fait école, c'est comme ça que ça se fait, pas autrement. Et bon, pour suivre Jean-Paul, il faut être assez libre soi-même, quoi. Si c'était vraiment impossible, et qu'on lui dise que c'était impossible, il aurait compris. Mais ce qu'il n'aurait pas voulu, c'était qu'on essaye de lui expliquer qu'est-ce qui était bien ou qu'est-ce qui n'était pas bien. Or, il y a certains artisans qui ne peuvent pas s'empêcher de donner des leçons sur ce qu'on doit faire ou pas faire. Et lui, tout ce qu'il aimait, c'était faire ce qu'on ne doit pas faire. Cette fontaine s'est construite dans un laps de temps de à peu près 3 mois, peut-être un peu plus. Au moment surtout de la fontaine, il a envahi complètement l'atelier et surtout il me piquait tous mes objets, tout ce qui traînait dans l'atelier.
se terminait dans ces sculptures. Moi, il m'avait pris ma pelle pour le poêle, qui a fait le hibou pelle. Et tout ça, ça partait dans les sculptures, mais il ne les laissait pas identifier. Il les recouvrait de terre, il les incluait dans la sculpture. C'était pas des objets en tant qu'objets, quoi. Il les faisait anglaises sur des armatures. Donc les supports, on peut identifier comme les tamis, les pelles, comme pour le hibou-pelle, c'est vraiment la pelle du foyer. Le tamis, le trépied, lui, tout disparaît sous la glaise. Donc il faut absolument l'intervention d'un mouleur qui recoule du plâtre dedans et en fait les pièces qui sont stables et originales sont en plâtre. Et après, bon là elles seront fondues mais plusieurs années plus tard. Pendant 40 ans, je suis passée à côté des fontes et j'ai jamais pu voir la coulée sans être émue. Parce qu'il y a un moment, quand ils versent le liquide, qu'il y a toute cette fumée autour, moi je les ai connus, ils avaient des grandes manches, des grands tabliers, des grands casques. Et donc ils avaient l'air de fantômes comme ça, de guerriers du Moyen-Âge, dans la fumée avec le feu qui coule, c'était magnifique. C'est une torture du début jusqu'à la fin, entre le marteau, le sablage, le coulage, le feu. C'est dur de travailler dans les fonderies, hein, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. À la finition, là, puis du bronze, c'est pas pour rien qu'ils font des cloches avec ça, ça résonne beaucoup. Hein. Et là, s'ils font du martelage ou des choses de même, ça prend des trucs sur les oreilles, autrement ça te rend fou, là.
l'acier ou le fer, si tu le mets dans l'eau, il va finir par disparaître. Tandis que le bronze, il peut être là 3000 ans, 4000 ans. Et puis, tu vas le sortir de l'eau, même de l'eau salée, et le bronze ne sera pas attaqué du tout. Donc, si tu fais une pièce, tu risques de traverser le temps. C'est peut-être une projection qu'on peut faire d'une idée d'un sculpteur qui se projette dans le temps par une œuvre et qu'à un moment donné, des gens regardent cette pièce-là dans 3000 ans et qui disent « Wow! » Le bronze à l'état naturel fait seulement refléter la lumière. Avec la patine, il y a une partie qui la reflète et une partie qui l'absorbe. La patine, c'est la touche finale. Ça donne une richesse à la pièce. C'est une âme qui est donnée au bronze. L'étape qui est la plus importante, de créer un lien avec le sculpteur, c'est à la patine. Parce que là, il faut que tu sois ses yeux, ses mains. Dans le cas de Riopelle, vu que c'était des fonds de possum, bon, je ne l'ai jamais rencontré non plus, mais en jasant avec la famille, à savoir comment est-ce qu'il travaillait avec les gens, qui aimaient aussi leur donner des défis, puis avec les bronzes qui avaient déjà été faits, il les trouvait trop foncés. Fait qu'on est parti de là. Ce que j'avais su pour les patines, c'est qu'il aimait peut-être les choses quand même assez naturelles ou que ça a l'air comme vieilli un peu naturellement. Pour les Ibouras, j'ai décidé de faire une patine plus claire, quand même assez, une couleur quand même assez chaude. Quand je travaillais sur ces pièces, il était comme présent. J'étais entourée des modèles, des cires, les moules. Riopelle, sa présence était là. Je pouvais l'imaginer en train de travailler. Là. On peut quasiment le sentir travailler, le voir, là, les gestes, les mains qui arrivent dans l'argile. C'est hyper gestuel. Hein. Il y a ces empreintes digitales. Là. Il a l'air assez stoïque, non? Solide comme le roc, vu toutes les tortures qu'on devait lui faire subir. Pour aboutir à la fonte finale, je pense qu'il passe absolument par toutes les étapes entre le marteau, le sablage, le coulage, le feu. Je pense que c'est une torture du début jusqu'à la fin. Pour peut-être un moment de gloire.